Bonjour à tous. Après avoir calculé dans les épisodes précédents des intégrales triples sur des tétraèdres ou des cônes, nous nous attaquons ici à une intégrale triple sur un cylindre creux. Il s'agit ici du cylindre creux de hauteur h et qui est coincé entre les rayons R1 et R2. Donc on rappelle que nous disposons comme méthode de calcul des intégrales triples, en fait comme on a déjà croisé avant, 4 méthodes: sommation par pile, sommation par tranche, changement de variable en coordonnées cylindriques ou changement de variable en coordonnées sphériques. Donc compte tenu ici du domaine sur lequel on va intégrer l'intégrale triple qui est un cylindre creux, eh bien c'est particulièrement adapté au changement de variable en coordonnées cylindriques. Donc rappelons pour commencer ce qu'il y a derrière les coordonnées cylindriques. Donc étant donné un point M dans un repère orthonormé de l'espace, on peut définir de façon classique les coordonnées cartésiennes, et on a aussi les coordonnées cylindriques R, θ, Z, donc comme ici, et il faut bien retenir que le R est forcément un nombre positif, θ est dans un intervalle de longueur 2π, donc on peut choisir 0, 2π, comme on va le faire ici dans cette vidéo. On pourrait prendre moins pi, ce ne serait pas faux non plus, et Z appartient à R. Et compte tenu du lien qu'il y a entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques, on peut montrer que X est égal à R cos θ, Y est égal à R sinus θ, et Z, c'est le même Z dans les deux cas. Pour ceux qui veulent avoir davantage d'explications sur les coordonnées cylindriques, je vous invite à aller visionner ma vidéo sur les coordonnées cylindriques, soit dans sa version courte ou dans sa version longue. Alors, quand on travaille sur le changement de variable de l'intégrale triple, l'idée c'est de basculer de l'intégrale ici avec une intégrale qui est en x, y, z, et on veut la faire basculer en une intégrale dans laquelle il n'y a plus que r, θ et z. Donc ici, le point de départ, c'est qu'on constate que sur l'intégrale triple, il y a le domaine C sur lequel on intègre, donc le cylindre creux, il y a la fonction ici en mauve que l'on doit intégrer, et la différentielle qui est en fait ici le dx, dy, dz, qui est le volume élémentaire en coordonnées cartésiennes. Et il ne faut pas oublier que entre la fonction et le volume ici dx, dy, dz, c'est bien un multiplié qui aura son rôle à jouer par la suite. Donc, lorsqu'on veut faire cette transformation, on commence par la première étape qui consiste à faire le changement de la fonction que l'on a ici. Donc la fonction c'est x carré plus z carré, on connaît le lien entre coordonnées cylindriques et coordonnées cartésiennes, et donc il suffit de remplacer dans la fonction que l'on a, et bien chaque fois qu'on voit un x, on le remplace par r cos θ, chaque fois qu'on voit y, on le remplace par r sinus θ, et z, il bouge pas. Donc dans x carré plus z carré, et bien x, il est remplacé par r cos θ, donc tout ça va être au carré, plus z qui reste inchangé au carré. Et donc on peut le réécrire en disant que r cos θ au carré, c'est pareil que r au carré fois cos carré θ. Et donc là, on a exprimé la fonction où il y avait que du x et y et z, avec une fonction où il y a que r, θ et z. Maintenant, on passe à l'étape 2, qui est le changement des différentiels. Alors ici, dx, dy, dz, eh bien, il devient r, dr, dθ, dz. Alors, l'explication qu'il y a derrière est liée au volume élémentaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a en cartésien le volume élémentaire, il a pour volume dx fois dy fois dz, parce que c'est le volume de ce parallélépipède rectangle, tandis que pour les coordonnées cylindriques, le volume élémentaire est représenté comme ça, et lorsqu'on calcule le volume de cet élément-là, on obtient dr fois r dθ dz, dr qui est la longueur ici, dr dθ c'est la longueur en fait de l'arc de cercle orange qui est ici, parce qu'ici en fait on a sur cet arc de cercle le rayon ici qui est r, et l'angle balayé qui est dθ, et multiplié par dz la hauteur. Donc ça nous fait en fait le dv là, volume élémentaire, égale r dr dθ dz. Alors pour ceux encore qui veulent des détails et une explication bien plus précise,
là encore, vous pouvez aller voir la version courte, ou plutôt même la version longue de la vidéo concernant les coordonnées cylindriques. Alors maintenant qu'on a dit ça pour l'étape 2, on s'attaque à l'étape 3, dans laquelle il faut changer le troisième élément, qui est le domaine sur lequel on va intégrer ça. Donc lorsqu'on écrit notre intégrale comme ça en x, y, z, quand on met intégrale sur c, c'est qu'il faut penser c comme un ensemble de triplés x, y, z qui vérifie quelque chose. Sous-entendu, le cylindre creux, on voit tous les points qui sont à l'intérieur de ce cylindre, et on se demande, les coordonnées cartésiennes x, y, z de ces points, qu'est-ce qu'elles doivent vérifier pour décrire ce cylindre creux. Bon, et bien lorsqu'on bascule en coordonnées cylindriques, on va plus avoir l'intégrale sur c, mais sur un certain delta, mais il va falloir considérer les points à l'intérieur du cylindre creux, mais les conditions que l'on va trouver ne vont plus être sur les coordonnées cartésiennes, mais sur les coordonnées cylindriques, r, θ et z, qui décrivent les points à l'intérieur du cylindre creux. Donc ici, précisément, par exemple, si on commence par z, eh bien lorsqu'on a des points qui sont dans le cylindre creux, ben z est forcément entre 0 et ici en haut h. Donc c'est la première information que l'on peut donner. Et ensuite, quand on cherche des informations sur r et θ, eh bien il faut penser justement donc quelle est la définition de r et de θ pour les coordonnées cylindriques, et on se rend compte qu'il suffit de représenter, si on veut, r et θ, ou de comprendre comment varient r et θ lorsqu'on est dans la couronne, ici, qui est en fait, si on veut, la vue ici de dessus du cylindre creux. Et compte tenu de ça, on voit que R, lui, il va varier de R1 jusqu'à R2, donc n'importe quel point en fait dans la couronne, son R, enfin le R qui est la distance de l'origine ici au point qui est dans la couronne, ben, ça va forcément varier de R1 jusqu'à R2, et θ, en fait, ça fait tout le tour, et comme on a dit qu'en coordonnées cylindriques, on prenait θ dans 0,2π, donc forcément, les bornes que l'on va trouver sont contenues dans l'intervalle 0,2π, mais comme ici, de toute façon, on fait tout le tour, eh bien θ va carrément de 0 jusqu'à 2π. Et donc, compte tenu de ça, on a déterminé le domaine delta correspondant au cylindre creux, avec les conditions qui portent sur les coordonnées cylindriques. Donc en conclusion, notre intégrale triple ici qui était en x, y, z, on la transforme progressivement, donc l'intégrale triple n'est plus sur c mais sur delta que l'on a trouvé à l'étape 3. La fonction est donc changée avec l'étape numéro 1, et l'étape numéro 2 nous permet de transformer le volume élémentaire en cartésien en celui qui est valide pour les coordonnées cylindriques. Et donc maintenant, ça nous fait une nouvelle intégrale à calculer, qui est dépendante que des coordonnées cylindriques. Donc ici, on fait bien attention, c'est comme pour les intégrales sur les coordonnées polaires, on a la fonction multipliée par le nouvel élément qu'on a ici en bleu, mais le R qui sort ici, eh bien, il fait maintenant partie de la nouvelle fonction que l'on va devoir intégrer. Donc c'est pour ça en fait que le R bleu qui est ici, et c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait bien faire attention au multiplié qu'il y a entre la fonction et la partie des différentiels, parce que là c'est bien un multiplié, et donc c'est vraiment la fonction ici en mauve, multipliée par R, que l'on va devoir intégrer. Et donc c'est pour ça que le R ici, je l'ai carrément mis devant les parenthèses, parce que c'est vraiment toute cette fonction-là que l'on doit intégrer. Et donc maintenant, on réutilise les règles habituelles pour faire les calculs d'intégrale triple. Donc ici, on va découper l'intégrale triple en intégrale double d'une intégrale simple. On fait le choix des bornes, des variables, pardon. Donc on met dr dθ à l'extérieur, donc pour l'intégrale double, et dz à l'intérieur pour l'intégrale simple. Donc en intégrale, pour l'intégrale extérieure, ça va être sur un certain domaine D, donc valable pour les variables r et θ. Donc ça, forcément, qui sont le domaine D qui est défini par les deux conditions ici, données sur r et θ. Et pour z, eh bien c'est z qui varie de 0 à h, donc sans problème ici. Donc maintenant, il nous faut calculer cette intégrale ici à l'intérieur des parenthèses. Donc on peut voir que donc dans cette fonction-là, on va intégrer ça en z, donc tout ce qui est en r et θ, il
faut voir ça comme des constantes vis-à-vis de z, et donc c'est pour ça qu'ici, on peut voir que le r ici, il est en produit de la fonction, donc par linéarité, on peut sortir le r en produit de l'intégrale. Et on s'intéresse maintenant à cette intégrale-là en z. Donc pour calculer ça, on peut commencer par appliquer la règle de linéarité, intégrale de machin plus truc, c'est intégrale de machin plus intégrale de truc. Ici, r carré cos carré θ vis-à-vis de z, c'est une constante, donc comme primitive, c'est juste la constante fois z, et primitive de z au carré, z puissance 3 sur 3, puisqu'on intègre par rapport à z. On évalue les crochets, et on trouve r carré h cos carré θ plus h cube sur 3. Donc ça nous donne le résultat de l'intégrale qui était ici. Donc si on met tout ça ensemble, ça nous donne maintenant l'intégrale double de toute cette fonction-là, dr dθ. On peut même multiplier r, développer si on veut le r fois tout ça, et ça nous donne l'intégrale double de cette nouvelle fonction. Donc maintenant on a une intégrale double à calculer, donc comme d'habitude on va se ramener à ce que l'on sait faire sur les intégrales doubles. Donc on rappelle quand même que le domaine D il est lié justement à la couronne qui est ici, et on va calculer l'intégrale double en découpant ça en intégrale simple d'une intégrale simple. On fait le choix des variables, on met dr à l'intérieur par exemple, dθ à l'extérieur, on trouve les bornes de l'intégrale extérieure, donc ici en θ, donc comme on a dit tout à l'heure, on travaille ici dans la couronne qui est ici en orange, donc θ va de 0 à 2π, et r lui va de R1 jusqu'à R2. Et donc maintenant on a ce calcul là à faire, donc on commence par l'intégrale à l'intérieur des parenthèses, donc c'est l'intégrale en R, et donc pour ce calcul là, il y a R qui est variable, et toutes les autres lettres, donc H et θ, de toute façon il faut les voir comme des constantes. Bon, H de toute façon c'est une constante, mais θ qui est une variable, mais là dans ce calcul là, faut l'avoir même comme une constante. Et on réapplique maintenant la règle sur la linéarité, en voyant bien que h cos carré θ vis-à-vis de r c'était bien une constante, et h3 sur 3 aussi. Donc ça nous permet de découper ça comme ça. Maintenant, r au cube s'intègre en r puissance 4 sur 4, ici r s'intègre en r carré sur 2, donc on fait le calcul des crochets, et ça nous donne ce résultat-là. Donc qui fait presque un peu peur, il faut bien faire attention à pas confondre R indice 2 ou R indice 1 qui sont les rayons qui sont donnés dans l'énoncé avec les puissances ici, donc c'est vraiment le rayon R2 à la puissance 4 ou ici c'est vraiment le rayon R1 au carré quoi. Bien, alors avec ça on a l'intégrale en R qui était ici, donc maintenant quand on remplace l'intégrale en R par le résultat qu'on a trouvé ici, ça nous fait l'intégrale égale intégrale de 0 à 2π, donc de tout ce qu'on a trouvé fois dθ, et on calcule ça maintenant par rapport à θ. Donc on applique encore, parce qu'ici il faut bien voir qu'on a une expression plus une autre expression, donc on peut encore appliquer la linéarité, ça fait intégrale de la première partie plus intégrale de la deuxième, mais dans la première partie, il n'y a que cos carré θ là, qui dépend de la variable θ, le reste qui est en produit, c'est en fait une constante, donc on peut sortir de l'intégrale comme ici, et pareil ici, h au cube sur 3 fois cette expression-là, c'est une constante vis-à-vis de θ, donc on a pu sortir de l'intégrale, et c'est pour ça qu'il reste intégrale, si on veut, de 1 fois dθ. Donc, l'intégrale de 0 à 2π de dθ, ça se calcule facilement, primitive de 1, c'est θ, donc θ entre 0 et 2π, ça nous fait 2π. Et donc pour le reste, j'ai rien changé. Donc maintenant, en tenant compte de ça, on récupère 2π, on peut simplifier par 2 ici, puisqu'on en multipliant 2 par le 1/2 qui vient de là, ça nous permet de simplifier en pi h cube sur 3 fois r2 carré moins r1 au carré, le tout entre parenthèses, et la première partie n'a pas du tout été touchée. Donc en fait, il nous faut calculer cette expression-là, sachant que maintenant, le gros morceau, c'est d'aller calculer l'intégrale ici en rouge. Sauf que intégrer cos carré θ, c'est très classique, il faut savoir utiliser une des formules de Trigo pour faire en quelque sorte disparaître le carré dans la fonction, et donc c'est vraiment en cherchant à transformer le cos carré θ qu'on va réussir à intégrer cette fonction-là. Donc précisément, on part de la formule de trigonométrie cos de θ égale 2 cos carré θ moins 1, on ajoute 1 des deux côtés, et on divise par 2 des deux côtés. Et donc ça nous donne ce résultat-là,
Donc comme on a maintenant l'intégrale de cos carré θ à calculer, on remplace cos carré θ par toute cette expression-là. Mais comme 1/2 est une constante en produit de toute cette fonction-là, je peux appliquer la linéarité et sortir 1/2 de l'intégrale. Maintenant, il me faut intégrer 1 plus cos de θ. Donc intégrer 1, pas de difficulté, ça va donner θ. Et si on veut intégrer cos de θ, il faut penser à la formule du formulaire d'intégration, u' cos u. Donc ici, la fonction qui va jouer le rôle de u, c'est-à-dire u de θ, c'est 2θ. Donc la dérivée, c'est 2. Donc il faudrait que j'ai un 2 devant pour pouvoir appliquer u' cos u. Donc c'est pour ça que on va transformer ça en disant que cos de θ, c'est pareil que 1/2 fois 2 cos de θ. Et comme ça, on a le u' cos u qui est là. Donc ça nous permet d'écrire que primitive de 1, c'est θ, plus la constante 1/2 fois la fonction, ça s'intègre en la constante 1/2 fois la primitive de la fonction, qui est sinus de θ, parce que primitive de u' cos u, c'est sinus u. Et maintenant, on évalue le crochet, et ça nous donne 1/2 fois 2π, et finalement ça nous donne π. Donc l'intégrale en rouge qui est ici, elle vaut π. Donc on remplace, et ça nous donne cette expression-là. Alors, on pourrait s'arrêter à cette expression-là, on va la transformer un petit peu en s'appuyant sur les identités remarquables. Alors précisément, on peut commencer par mettre un quart en facteur ici et regrouper pi fois h, donc c'est pour ça qu'on a pi fois h sur 4 fois r2 puissance 4 moins r indice 1 puissance 4, plus ici à droite ce qu'on n'a rien touché. Mais la différence là des 2 puissance 4, en fait, c'est finalement des carrés, c'est R2 puissance 4, c'est R2 au carré, le tout au carré. Donc il faut voir ça comme la différence de 2 carrés. Mais on connaît l'identité remarquable A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B. Donc on applique ça ici, et ça nous donne cette écriture-là. Maintenant, si on regarde bien, on a une expression là qui est un peu compliquée peut-être, mais plus une autre expression un peu compliquée. Mais on constate qu'on a des éléments en commun, que j'ai écrit ici en rouge, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a pi en produit dans le premier morceau, pi aussi machin, h c'est pareil, même si ici c'est h puissance 3, et puis la partie en rouge ici qui est identique. Donc on peut mettre en facteur les parties en couleur, là, et une fois qu'on a mis ça en facteur, donc dans le premier terme, une fois qu'on a mis en facteur ce qui est en couleur, il nous reste R2 au carré plus R1 au carré sur 4, donc ce qui est écrit ici. Ensuite, plus, et une fois qu'on a mis pi h fois R2 au carré moins R1 au carré, il faut faire attention ici, c'est h cube. H cube, c'est donc h fois h au carré. Donc quand on a mis h en facteur, il nous reste h au carré, et h au carré sur 3 qu'on a écrit ici. Et donc finalement, l'intégrale qui était demandée depuis le début, et en fait, elle vaut toute cette expression-là. Donc si on cache un peu les couleurs, ça nous donne cette intégrale-là. Donc c'est un calcul qui demande quand même pas mal d'efforts. Le fait d'avoir les constantes, la hauteur h, les deux rayons R1 et R2 comme données du problème au départ, forcément on les retrouve dans l'intégrale à la fin, et ça fait quand même une expression pas de tout repos, mais qui est quand même quelque chose qui peut être exploitable dans d'autres situations, comme on le verra dans d'autres vidéos plus tard. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir dans ce changement de variable en coordonnées cylindriques dans une intégrale triple, c'est d'une part que on a basculé en coordonnées cylindriques parce que le domaine était une portion de cylindre. Donc ça marche aussi si on a des demi-cylindres ou des cylindres tronqués, etc. Ensuite, il faut bien faire attention, c'est que si vous regardez bien la façon dont ça a été présenté, on avait présenté ça en 3 étapes quand on a basculé de l'intégrale en x, y, z vers l'intégrale en r, θ, z. Et il n'y a jamais eu une intégrale écrite dans laquelle il y avait un peu de x et de y, et puis un petit peu de θ et de z ou de je sais pas quoi. Donc on mélange vraiment pas toutes les variables comme ça. Donc c'est soit on est vraiment en cartésien et donc tous les éléments de l'intégrale triple sont liés à x, y, z, soit on a tout basculé en r, θ, z et donc vraiment tout s'exprime à l'aide de r, θ, z, mais pas de méli-mélo. Ensuite, comme suggèrent les couleurs ici dans les calculs, dans les écritures des intégrales triples, il faut bien retenir qu'il y a 3 éléments à modifier.
Donc le domaine, la fonction et le volume élémentaire là qu'on a écrit à partir des différentiels. Et enfin, il faut pas oublier le R ici qui vient justement du dx, dy, dz transformé en R, dr, dθ, dz. Et voilà pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode où l'on parlera de coordonnées sphériques.